Bonsoir à tous. Ouais, on va au zoo les enfants. Attention, tenez-vous deux par deux, par la main. Soyez sages, traversez dans les clous. Écoutez bien le professeur. Aujourd'hui, nous allons visiter la classe politique française. Alors c'est une petite compilation au début, comme je vous le disais. J'avais prévu de parler de quelques politiciens qui ont eu des comportements ces derniers temps qui sont symboliques de l'état actuel de la classe politique. Est-ce qu'on peut les nourrir? Non. Ils sont déjà assez gros comme ça. Regardez Bayrou. Vous avez vu le machin qui se trimballe devant? On a l'impression qu'il est enceinte. Comme quoi, hein, le progrès. Et donc, je pensais me limiter à quelques politiciens un peu symboliques, et de fil en aiguille, je suis tombé sur d'autres choses, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va faire un peu une revue de presse, on va visiter différentes cages, et ça va nous permettre de faire un tour d'horizon du règne animal qui bouffe la France. Hein. Des gens qui vivent au crochet des Français, qui gèrent le pays avec le cul, qui se droguent, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qui sont faux cul, qui couvrent des affaires un peu cheloues. On va voir tout ça. Est-ce que tu pourras nager avec Aubry? Non. Les orques sont des animaux dangereux. D'ailleurs, on va parler des orques. Allez, restez sages, on commence. La cage aux folles avec Emmanuel Macron. Il a reçu un journaliste de CNN et lui a fait visiter le palais de l'Élysée, grand monument historique de Paris. Et depuis son arrivée, Macron mêle le style classique à l'art et au design contemporain. Accrochez-vous parce qu'au niveau visuel, il faut être préparé psychologiquement à la laideur. Donc vous avez les deux guignols là qui sont en train d'avancer. Alors tout est moche. On a déjà une vision d'horreur, c'est un gribouillage d'enfants. Il y a aussi un autre problème qui est le décor général. Tout est blanc, avec des dorures jaunes qui lissent complètement le décor et les boiseries. C'est à un point tel qu'on voit plus les meubles qui sont là devant, qui sont eux aussi blancs et dorés. Les chaises, les meubles. Ici, il y a un vase, on ne le voit plus. On voit plus les moulures, on voit plus rien. Là, je vous repasse ça. Did you choose? Definitely, and in fact, we go with Mobilier National and some of our museums in order to choose the pieces which will be put here. And here was in Oh. Là, c'est le pire. fact the room of La Pompadour. This palace was made by aristocrats in the 18th century. Here it was completely recreated by contemporary artists and designers. French designer, Bismuth. And here is a Miro tapestry. Beautiful. What happens if the dogs go on this? Now they don't. Il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence sur l'art contemporain. Tout est dégueulasse, là. Hein. Je veux dire, si on se le met un peu en grand, vous voyez vraiment comment les motifs muraux effacent complètement les boiseries. On se croit rien. Je sais pas, on a essayé d'imiter l'hôpital. Faut faire tout blanc. C'est particulièrement visible ici, où on ne voit plus les colonnes. Il y a d'énormes colonnes. Il y en a deux. Il y a un fronton au-dessus. On voit plus rien. Toute la pièce est masquée, en fait, derrière ce blanc et ce doré qui casse toutes les perspectives, tous les motifs. On est saisi par la laideur du mobilier qui jure avec le reste. Il n'y a aucun jeu de lumière. Regardez, ils ont mis des lampadaires dégueulasses juste là. C'est à hauteur d'homme. On est ébloui par les lumières ici. Il n'y a aucun jeu de lumière, aucun jeu d'ambiance. Et on a mis ensemble des couleurs et des objets qui ne vont pas du tout ensemble. Et là, il faut un moment quand même dire la vérité. L'art contemporain, ça sert de preuve de pouvoir social. C'est tout. Il y a des histoires d'optimisation fiscale, des choses comme ça. Mais le but, avant tout, c'est de poser une énorme merde dans son salon, un truc moche, un chiotte tagué, voilà. Et tu dois essayer de faire croire qu'il s'agit d'un choix esthétique valable. Parce que normalement, la beauté, c'est quand même un peu subjectif, c'est un sujet philosophique, je veux bien. Mais enfin, il y a quand même des données un peu universelles dans l'aménagement d'une pièce. Tu peux jouer avec les proportions, avec la symétrie par exemple, c'est souvent apprécié. Tu peux jouer avec le nombre d'or aussi. Il y a aussi des concepts avec l'harmonie des couleurs, créer des ambiances, utiliser l'éclairage. Il y a un certain nombre de choses qui font que, de manière à peu près universelle, on trouvera qu'une pièce est plus jolie qu'une autre. Et là, c'est particulièrement laid, en fait. Et c'est ça le but. Tu fais de la merde, et le but, c'est de convaincre les gens que c'est un choix esthétique valable et pertinent. Et là, c'est la performation par le langage. Et c'est pour ça aussi que tous les gueux qui sont dans les commentaires, qui trouvent ça moche, une déco de riches parvenus d'un mauvais goût absolu, un palais présidentiel n'est pas une galerie d'art de Soho, machin, tout ça, ça permet de se distinguer du prolo, parce que le prolo se choque, mais il ne sait pas expliquer.
Alors que là, on a Macron qui sait expliquer pourquoi la merde est pertinente. Et il va utiliser des références, faire appel à des figures d'autorité. Voilà, ça a été refait par, comme il le dit, par des designers en art contemporain, des designers français. Et puis ça, c'est une tapisserie de Miro. Et puis on est allé chercher dans les collections nationales. Et puis, tu vois. Et de fil en aiguille, on va construire une légitimité à ce foutoir. Et si tu arrives à convaincre que ce truc, qui que ce soit, que ce truc-là est beau, tu as gagné. Tu as gagné le jeu social du pouvoir d'imposer une règle, puisque le beau c'est subjectif, n'est-ce pas, hein, tout se vaut. Eh bien, tu fais partie des prescripteurs d'opinion de l'élite. C'est toi qui dis à l'élite ce qui est beau et ce qu'ils vont faire chez eux. Faut pas simplement que le gars soit poli et dise « Ouais, c'est pas mal ton chiotte là au milieu de la pièce, c'est bien. » Mais qu'il soit pas convaincu. Faut qu'il le mette chez lui aussi. Faut qu'il soit même prêt à payer cher. Et c'est à ça que sert en fait l'art contemporain, afficher son pouvoir social de formation des goûts sur les autres. Faut voir comment il présente ça, regardez ça. Here it was completely recreated by contemporary artists and designers. French designer, Bismuth, and here is a Miro tapestry. Beautiful. Non, c'est de la merde. Ça n'a aucun sens d'un bout à l'autre. Regardez comme ces jeux d'éclairage sont moches, avec ici une applique murale et là un bout de lampadaire, un autre bout de lampadaire en face. Ça crée des ombres qui sont laides, il n'y a rien qui va. Et c'est à ça que sert notre pognon, en fait, à mousser du petit bourgeois et du parvenu. Mais bon, il y en a d'autres qui font de la comptabilité contemporaine, on va dire ça. On passe au suivant, monsieur Ali D, député de la France Insoumise, qui, dans le cadre d'un combat de milliardaires qui devait se tenir sur le parking d'un Lidl, rappelant que justement les combats ne sont pas autorisés dans les magasins, Ali a cru bon de réagir, et de dire c'est cool tout ça, mais vous pouviez faire le même tweet en annonçant de meilleures conditions de travail et de salaire pour vos salariés, ce serait top. 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le vrai prix des bonnes choses, c'est avant tout grâce aux salariés. Alors, oui, mais ce qu'il oublie de dire, c'est que s'ils font 125 milliards, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions de travail et de salaire chez Lidl, tout comme dans la grande distribution qui est en concurrence sur les prix. Et avec la paupérisation des gens, il y a de plus en plus, ça s'est vu d'ailleurs, hein, avec la crise énergétique et tout ça, les gens se sont tournés vers le discount, ça a profité à Lidl, et s'ils font 125 milliards de chiffre d'affaires, c'est précisément parce qu'ils sont pas chers. Et c'est au détriment des gens qui travaillent sur place. Ouais. Il y en a un qui lui a répondu « Imagine t'es député, tu sais pas que le CA ne représente que les ventes sans les charges. » Et il lui a répondu « Imagine t'es un chien, tu ne sais pas qu'un chiffre d'affaires positif conditionne le bénéfice net réalisé par une entreprise simple, basique. » Voilà, donc lui, il est député. Et il te parle de chiffre d'affaires positif, qui conditionne le bénéfice. Je sais pas si vous, ça vous choque ou pas, mais le truc, c'est qu'un chiffre d'affaires ne peut pas être négatif. Il est soit positif, soit nul s'il n'y a pas de vente. Donc il s'est pris une soufflante, et il a répondu effectivement, le CA est nécessairement positif et nul. Une maladresse par rapport au tweet initial qui avait pour unique but de taquiner un troll. Donc bon, c'était bien la peine de nous casser les couilles avec X qui est soi-disant devenu une poubelle toxique et qu'il faut partir chez Blue Sky. Voilà, bon. Il y a quand même un problème, c'est que aucune personne compétente ne peut écrire ça. Que le chiffre d'affaires positif conditionne un bénéfice net. C'est une absurdité totale. Et le problème, c'est que ce gars veut ensuite expliquer à Lidl comment gérer ses affaires et comment définir les conditions de travail. Et après, il vote. C'est comme ça. Alors, il y en a d'autres qui s'occupent de domaines de compétences qui leur sont étrangers. On va crescendo dans la connerie. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on commence par des petites choses. Agnès Pannier, nul à chier. J'entends vos alertes sur Wiki et Kejo, je fais mon maximum pour trouver une solution. Est-ce qu'on parle de migrants? Non, on parle de cétacés. Attends, elle est ministre à la transition écologique. Et entre deux tweets pour nous expliquer à quel point notre diminution de notre bilan carbone, non pas suite à des efforts, mais suite à la politique du gouvernement qui a détruit l'économie et empêche les gens de se chauffer parce que l'énergie est devenue trop chère, il y a moins de carbone, c'est génial. Elle a trouvé un autre dada, sauver les cétacés du Marineland, parce que cette gourde, elle a cru bon, pour des postures idéologiques, un peu comme d'autres ferment des centrales nucléaires, de mettre fin à l'exploitation des cétacés dans les parcs aquatiques. Et il y a une loi qui est passée, on va voir ça ici, le 5 janvier dernier. Le Marineland d'Antibes a fermé définitivement en prévision de l'interdiction des spectacles de cétacés qui devaient avoir lieu 2 ans plus tard. Donc, comme c'est plus trop à la mode, peut-être qu'ils galèrent à avoir des clients, ils ferment les portes. Qu'est-ce qu'on fait des cétacés? Outre 2 géants noirs et blancs, donc des orques, près de 150 animaux et 4000 avec les poissons sont à déplacer. Est-ce que Madame Je supprime les spectacles d'animaux a prévu ça? Non. Et alors le pire, c'est qu'elle empêche Marineland de gérer les animaux comme ils l'entendent. Le Marineland avait prévu de déplacer les animaux au Japon, elle a dit non.
Elle s'est déjà opposée fin novembre au départ dans un parc japonais parce qu'ils allaient faire la même chose que ce qui se passe à Marineland. Donc ça ne respectait pas l'esprit de la loi qui veut que ces animaux ne fassent plus de spectacle. Mais pour autant, on ne peut pas les remettre dans la nature, puisqu'apparemment, j'imagine qu'ils ne pourraient pas se débrouiller tout seuls. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'on a exposé notre morale sur les réseaux sociaux, et maintenant, les associations écologiques sont à ses trousses, et lui disent qu'il va falloir faire quelque chose avec ces orques. Et là, elle est en pleine recherche de solutions. Vous êtes nombreux à me demander ce que vont devenir les orques et les dauphins de Marineland, et je sais que ce sujet vous tient vraiment à cœur. Alors, je voulais vous faire un petit point d'étape de où on en est. Vous le savez, en novembre dernier, je me suis opposée au transfert de Weiki et Keijo, les deux orques, au Japon. Ce n'était pas la bonne solution. Et je veux le dire très clairement, je m'opposerai à tout transfert dans un site qui n'est pas adapté pour accueillir des dauphins ou des orques. Or, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de sanctuaire vers lesquels on puisse envoyer ces animaux. Des projets de sanctuaire, il y en a. Vous la sentez là, la petite goutte de sueur qui perle sur le front des Nicolas? Ça va finir sur la gueule de qui, ça? On a des sanctuaires qui fonctionnent, il n'y en a pas. C'est pour ça que je vous annonce que je vais saisir mes homologues espagnols, italiens et grecs pour leur proposer de travailler sur un projet de sanctuaire. Pourquoi? Parce que la Grèce a un projet de sanctuaire, l'Italie a un projet de sanctuaire, et je crois que tous les quatre ensemble, on peut peut-être y arriver. On peut peut-être y arriver. Parce que, évidemment, il y a des arbitrages budgétaires, et que la priorité, c'est pas de faire un EHPAD pour les orques. Donc on va essayer de se mettre à 4. On n'arrive déjà pas à convaincre un gouvernement, on va en convaincre 4, dans 4 langues différentes. Je suis sûr que ce sera beaucoup plus efficace. Les orques ont le temps de crever, mais c'est pas grave, parce que pendant qu'elles s'amusent là avec ces histoires... Je vous dis pas que ça va marcher, mais qui ne tente rien n'a rien. Et donc on va essayer, surtout l'année de la mer, je pense que ça sera... Ah ouais, l'année de la mer, ouais, c'est important, c'est symbolique, etc. Bon, le problème, c'est que le parc a fermé depuis plus d'1 mois, des soigneurs sont encore sur place pour s'occuper des animaux, ça fonctionne avec quel argent, puisqu'ils ont fermé? C'est une entreprise privée, hein, en général, les trucs non rentables, ça dégage assez vite. Mais pour les orques, un membre de la direction confie qu'il y a urgence à trouver une solution. C'est pas le moment de se mettre à 4 autour de la table et avec des traducteurs et des machins pour créer un sanctuaire, peut-être un jour quand on aura le budget, dans le cadre de l'année de la mer, mais on n'est pas sûr. Voilà. Où est-ce que ça va finir? Donc il y a de fortes chances en fait que les cétacés soient morts avant qu'il y ait une solution. Et le problème, c'est qu'on n'a pas à payer pour les conneries de madame Agnès Pannier-Nul-à-Chier, qui a encore fait une carabistouille. Elle a pris une décision de posture, on met fin au spectacle vivant de cétacés, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait des animaux qui sont actuellement dans les parcs? Ah ben on n'a rien prévu. Ah par contre, vous les transférez pas. Ah bah non. Non, ça a fait gueuler les associations, je passe pour une conne, vous les transférez pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah je sais pas, on va se mettre à 4 autour de la table pour en discuter. Et puis si on arrive à choper de l'argent, on fera un EHPAD sur fonds publics, sur l'argent des autres, hein, pour réaliser ses débilités à elles, pour qu'elles se sentent bien moralement. Et bien maintenant, on va faire un EHPAD pour orques, tout en faisant une réforme des retraites et en proposant l'euthanasie pour les vieux parce qu'ils coûtent cher. Voilà. Donc maintenant, elle est dans la merde avec son histoire. Il y a quand même de fortes probabilités que les orques décèdent avant qu'il y ait une solution. Tu peux être sûr que s'il y a un sanctuaire européen pour animaux, machin, ça va être sous-financé, ça va finir en sushi assez vite. Alors, il y en a une autre, comment dire, qui se sent un petit peu à l'école, Ercilia Soudet. On sait plus trop par quel bout y prendre, avec les députés et les filles qui centralisent quand même un paquet de cassos quand on pense à ce qui avait été fait à propos des candidats RN, où au 2e tour, on avait fait tout un foin. Soudainement, on découvrait qu'il y avait des candidats RN qui étaient des glandus et des cassos et des gens bizarres, machin. Ah, et les filles, il y en avait aussi, et ils ont été élus. Ah, elle, c'est vraiment exceptionnel. Donc Agnès, c'est une ado un peu en rébellion de la société, et puis qui veut étaler sa morale et changer le monde. Elle est carrément à l'école primaire. Complètement cinglé, bousille de matériel, quoi. Aucun respect pour les gens qui ont fabriqué ces meubles et ces bancs. Là-dedans, il y a de l'électronique, hein. Faut qu'elle vote après avec ce qu'elle tape, là. Je sais pas, c'est un dossier, je sais pas avec quoi elle tape, mais... Alors, elle a des problèmes, Ercilia. C'est un peu devenu une tête de turc parce que elle a le physique de la méchante dans les Disney. C'est un peu rondouillarde, les cheveux gras, une voix de crécelle, un rire bizarre.
Donc déjà, t'as pas envie. Mais alors en plus, elle a un côté un peu gamine, avec l'agressivité aussi qui va avec, comme on peut le voir ici, mais aussi sur d'autres interviews. Et puis elle a une approche de la politique axée sur les personnes, plus que sur les projets, enfin vous allez voir. Bonjour à toutes et tous, effectivement je ne suis pas de la circonscription, sinon je serais du RN, je n'aurais pas grand chose à faire ici. Donc moi je suis de la circonscription d'à côté, la 7e de Seine-et-Marne, donc avec Dmitry Moury, Villeparisis, Lagny-sur-Marne. Enfin, j'espère que vous avez tous bien fait la fête hier. En tout cas moi j'ai bien fait la fête, avec cette victoire historique. Oui tiens, c'est vrai qu'elle est prof. J'étais en train de me dire, on dirait une prof de maternelle ou de primaire qui fait le débrief de la sortie scolaire de la semaine. J'espère que vous avez fait la fête. Elle a un côté gamine, quoi. Ça a permis la démission du gouvernement Barnier, et je pense que cette pluie-là, vous voyez, c'est les larmes de Barnier. Les larmes de Barnier, et puis les larmes de Kasbarian aussi, qui ne pourra pas continuer à casser le service public. Les larmes de Jeune Tech, qui ne pourra plus faire semblant. Voilà, et donc le contenu politique de son action, c'est évidemment faire tomber des gens, les remplacer, être dans des oppositions de principe. C'est une victoire en soi. Il faudra quand même qu'on lui explique que le budget qui a été voté est strictement le même que celle qu'elle a censurée. Mais bref, donc elle a des combats à la hauteur de sa vision de la politique, hein, qui est un combat de personnes et de trucs qui servent plus ou moins à rien, et à la manière de Agnès Pannier nul à chier, elle fait des lois à l'avant-garde, émue de recevoir aujourd'hui la version imprimée de ma proposition de loi visant à interdire les méthodes cruelles sur les pigeons. Pour s'en débarrasser dans les villes, ils chient partout, c'est pénible. Privilégions celles qui sont éthiques et efficaces, telles que le pigeonnier contraceptif. Mesdames, messieurs, effectivement, l'élite de la nation. Elle a fait une loi, elle l'a imprimée. Alors, elle l'a fait imprimer. Elle a reçu la version papier avec la jolie petite page de garde. Combien il y a de pages à cette loi, à votre avis? Là, j'en appelle à vos commentaires. Les paris sont lancés. Elle a fait une loi, elle l'a imprimée. Il y a un petit dossier, ça a l'air épais. Combien il y a de pages? Une demi, 5, 2, 3, 2, 1. Oh, vous êtes dur. 300. Alors, c'est vrai que le dossier de la bite à Brigitte était beaucoup plus épais. 2 avec la couverture, 81, 657, 20, au moins 2. Putain, et vous êtes bien tombé, hein. Ça fait effectivement 2 pages. Ici, vous avez la proposition de loi. Voilà, c'est tout. On va voir ça. Proposition de loi, donc numéro 903, visant à interdire les méthodes cruelles sur les pigeons. Et ce qui est amusant un peu, c'est que c'est présenté par Ercilia Soudet et la totalité du groupe parlementaire. Ça permet de faire croire, entre guillemets, qu'on travaille, parce qu'après, ces gens peuvent dire qu'ils ont déposé un grand nombre de lois et d'amendements. En fait, dès qu'ils font un truc, toute l'équipe le signe. Ça fait monter les stats. C'est pas les seuls à faire ça. Exposer des motifs. Depuis plusieurs années, les conditions de vie des animaux dits liminaires. Ici, vous avez la définition. Les animaux liminaires sont des animaux non domestiques vivant en liberté dans un environnement urbain. Et ils sont en souffrance. Ils suscitent un débat public croissant. Vous vous souvenez, hein, les surmulots à Paris, il fallait apprendre à vivre avec les punaises de lit aussi et tout ça. Ils subissent des traitements cruels, etc. Et donc, il faut un cadre réglementaire sur les méthodes de gestion des pigeons. C'est la priorité du moment. Cette proposition de loi vise d'une part à créer la catégorie juridique des animaux liminaires. On va ouvrir un nouveau guichet pleurnichard. Ce sera peut-être une nouvelle lettre pour les LGBT+, machin chose. Il y aura les animaux liminaires. Donc on crée une catégorie juridique, ainsi que la création, bien évidemment, d'une délégation interministérielle aux animaux liminaires, afin de mieux coordonner les politiques publiques les concernant. On va créer des postes de fonctionnaires qui vont être payés à gérer les pigeons. Cette délégation interministérielle permettra de récolter les données nécessaires pour aboutir à des politiques publiques. On va compter les pigeons. Il y a déjà des gens payés à compter, hein, vous allez voir. Donc des politiques publiques efficaces, éthiques, d'un point de vue sanitaire et social. Les fonctionnaires de cette délégation seront capables d'accompagner les élus dans la gestion des animaux liminaires à travers des formations, des brochures, des livrets, un accompagnement personnalisé en cas de besoin. Donc, fonctionnaires, personnel, bureaux, voitures de fonction pour aller voir les élus, brochures, donc des imprimantes, du matériel, du merdier. Il n'y a pas 180 milliards de déficit, tout va bien. Concernant spécifiquement les pigeons. Selon le ministère de l'écologie, les méthodes létales sont inefficaces à long terme. De nombreuses villes en France ont déjà fait le choix de cesser l'usage de ces méthodes cruelles, blablabla. Donc c'est remplacé par 2 méthodes. Le maïs contraceptif, c'est des grains de maïs enrobés de nicarbazine, un médicament vétérinaire qui a pour effet de limiter le développement de l'embryon.
Et surtout le pigeonnier contraceptif, une structure qui offre un habitat aux pigeons tout en limitant leur population. Le principe consiste à secouer les œufs pondus ou à les remplacer par des factices, afin qu'ils n'éclosent pas. Une baisse constatée des effectifs de 15% par an. Voilà donc l'article, avec bien entendu la délégation interministérielle qui élabore les politiques publiques. Voilà, les méthodes létales sont interdites, et on va faire des pigeonniers contraceptifs. Alors j'ai été voir un peu ce que c'est. Donc ça ressemble à ça, c'est des boîtes plus ou moins grosses, surélevées d'au moins 4 mètres apparemment. La contraception est assurée en secouant manuellement les œufs, ce qui stoppe le développement des petits. On va payer des fonctionnaires pour aller secouer des œufs de pigeons. C'est la création d'emplois de gauche. Les œufs sont laissés sur place afin que les femelles continuent de les couver. L'entretien du pigeonnier ne peut être assuré sans une réelle connaissance du fonctionnement d'un pigeonnier contraceptif. La loi encadre certaines pratiques, ainsi que de nombreux agréments et formations sont désormais nécessaires pour pouvoir gérer un pigeonnier contraceptif. Il y aura un organisme de formation à la gestion du pigeonnier contraceptif. Oh, j'en peux plus. Il est important de préciser qu'un pigeonnier contraceptif est un lieu dans lequel des zoonoses et des risques bactériologiques sont référencés. Un gestionnaire doit donc être impérativement formé et équipé du matériel adéquat. Faudra encore payer du matériel. Dans les normes, oh, je crève. Dans mon empressement, j'ai oublié le passage le plus croustillant. Le financement de cette fameuse délégation ministérielle. C'est prévu dans le projet de loi. La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. Oh, vous pensiez que ça servait à payer le cancer des fumeurs? Eh non, les mêmes qui pleurnicheront sur le sous-financement des hôpitaux utilisent cet argent pour payer des fonctionnaires qui expliqueront à des élus comment secouer les œufs de pigeons. Ça existe déjà, on paye déjà des gens à compter les oiseaux et les papillons. Tu fais toi ma Lulu? Je suis écologue. Écologue. Je compte les oiseaux, les papillons. Tu comptes les oiseaux. Ça s'appelle le chômage. Tu comptes les oiseaux. Ouais, pour les gros projets d'aménagement, je m'occupe de toute l'écologie, de la protection des animaux et des espèces protégées. Ah bah attends, tu peux en compter un là. T'as compté les oiseaux aujourd'hui là? Hier. Oh. Ouais. Et il y en avait combien? 2. Oh. Grosse journée là. On ne chôme pas dans la fonction publique, hein. Ah les fonctionnaires en plus. Oh la vache. Ah ouais, donc une journée type pour toi, c'est genre tu te lèves. Ah bah il y a un oiseau là. 3 heures après. Ah, un deuxième oiseau. Et ben voilà, j'ai bien bossé moi là aujourd'hui. Je prends ma petite voiture, je vais compter les papillons, les oiseaux, je les intègre dans mes projets, et puis voilà. Tu vas compter les papillons? Oui. Et c'est nous là qui te payons pour que tu comptes les papillons. Exactement, et j'en suis sûre. Voilà, bienvenue à tous. Allez vous lever le matin là. Ouais, les blagues s'écrivent d'elles-mêmes. Terrible, hein. Qui c'est qui disait... Tout ça, on va pouvoir engager un sous-traitant pour un chantier... Voilà, un sous-contractant pour un chantier gouvernemental, mais exactement. On peut ouvrir une boîte privée, une petite association, voilà, dont le gestionnaire sera pote avec Ercilia, et qui pourra obtenir des marchés de secoueurs d'œufs de pigeons et de gestionnaires de pigeonniers contraceptifs. Ouais, franchement, ça crée énormément de boulot. Faut les fabriquer, faut les gérer, faut former les gens, faut embaucher les gens, faut du fonctionnaire. Franchement, si avec ça, la gauche crée pas des emplois, je sais pas ce qu'il vous faut. Ouais, ça a l'efficacité économique de creuser un trou et de le boucher le soir. Mais finalement, c'est raccord avec le niveau général du groupe parlementaire où on confond chiffre d'affaires et bénéfices. Alors, sujet suivant, l'hypocrisie. Retailleau s'est fait recadrer. Vous savez, avec cette histoire de l'OQTF qui a été annulée pour cet influenceur algérien qui devait être expulsé. Et Retailleau en avait fait ses choux gras, toute l'extrême droite, enfin bref, et il s'est fait éclater en direct à la radio. Il y a un magistrat du tribunal administratif de Melun qui va parler de cette affaire. Je voulais juste vous rappeler, monsieur le ministre, que le jugement qui apparemment a eu l'air de vous contrarier, le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Le magistrat n'a fait qu'appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. Et notamment l'article L 432-12 du Code des étrangers, qui dispose que lorsqu'un étranger est titulaire d'une carte de résident
et que l'administration lui retire sa carte de résident de 10 ans, à ce moment-là, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. C'est la loi qui le dit. C'est pas le magistrat qui l'a décidé tout seul dans son coin. Voilà. Merci. Cette loi, je rappelle juste à Monsieur le ministre que cette loi, elle a été votée avec un... Là c'est le malaise. Hein. Là, il est crispé, il commence à se frotter le menton, il s'est rassis sur sa chaise, il serre les dents. Puis là, après, il va regarder ses pompes. Un peu de malice quand même. Cette loi, elle a été votée en janvier 2024. Cet article, le L432-12, il n'existait pas auparavant. Il a été voté en janvier 2024 dans le cadre de la dernière loi immigration. En attendant la prochaine, il a été voté par le groupe LR du Sénat, dont M. Retailleau était le président. Donc, si cette loi ne lui convenait pas, il fallait pas la voter. Mais maintenant, la loi, elle est dans l'ordonnancement juridique. Le magistrat ne fait que l'appliquer. Je voudrais juste également dire une chose. Rapidement, Christophe, oui, s'il très vous plaît. rapidement. C'est que depuis maintenant... On verra la suite après. Donc déjà, vous avez le politicien de base aujourd'hui qu'on a en France, qui prend posture dans les médias en fonction de l'avis général et de ce qu'il va pouvoir en tirer pour son bénéfice personnel, son bénéfice électoral, son image. Et il en a tellement plus rien à foutre de ce qu'il fait, de ce qu'il vote, qu'il ne sait même plus ce qu'il fait. Le mois dernier, il a voté le texte pour lequel il se plaint, il l'a voté le mois dernier. Et après, il accuse les autres et il s'en fout. Et ça a des conséquences, donc. Maintenant, 3-4 jours au tribunal administratif de Melun, c'est un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux, de toute la fachosphère. La présidente, on a appelé à la pendre au écourt, le premier vice-président à le décapiter, etc. Il y a même des individus qui ont été sur Internet, à partir d'un organigramme, essayer de penser qui pouvait être l'auteur de ce jugement, qui, encore une fois, n'est que l'application de la loi, strictement de la loi. Voilà, et Bien le genre compris. de commentaire, c'est « Ah ben lui, il a un prénom maghrébin, ça peut être lui. Elle a un nom à consonance espagnole ou portugaise, ça doit être elle. » Alors qu'en plus, elle est greffière, elle ne prend pas de jugement. Oui. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci, Simplement Christophe. parce qu'un magistrat n'a fait... Voilà, donc en plus, ça a excité quelques racistes qui, en fonction des noms des gens, ont commencé à prendre à partie des employés et des fonctionnaires du tribunal de Melun, alors que le coupable, en fait, c'est lui. Voilà, qui se gratte le menton, c'est Retailleau, qui fait voter des lois à la con, qui participe aussi à la politique d'immigration qui est absurde aujourd'hui en Europe. En fait, il n'y a plus de politique. Vous avez une suite de jurisprudence, on en avait déjà parlé dans diverses vidéos, mais quand on ajoute les traités européens, la jurisprudence européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez une politique qui est complètement saucissonnée, et c'est pour ça qu'on ne peut plus faire appliquer les OQTF. Il y a un certain nombre de pays, dont l'Algérie, qui profitent de la situation, et qui sait très bien que ces gens n'ont plus les manettes, mais Retailleau continue à faire le malin, et puis du coup il accuse les autres, alors que le responsable, le politique, qui est censé décider, c'est lui, et lui il a abandonné. Et il ne veut pas remettre en cause les structures qui conduisent à son impuissance. Il préfère accuser les autres. Et malheureusement, il y a un certain nombre d'individus, visiblement ici c'est l'extrême droite, qui tombent dans le piège et qui, comme des benets, vont aller emmerder les autres qui ne sont pas responsables. Et quand on leur dit, tu sais, de l'immigration, c'est quand même les lois européennes, c'est des choses comme ça, ils ne veulent pas l'écouter. Ils préfèrent aller gueuler sur des gens qui y sont pour rien. Voilà, donc tous ceux qui sont allés agresser ou emmerder des gens au tribunal administratif de Melun, on espère que maintenant ils vont s'intéresser à la bonne personne. Hein, le gars qui est déjà responsable du texte en question, et puis aussi, comme il est ministre de l'Intérieur, un peu plus responsable que les autres de la politique migratoire. Vous pourriez peut-être lui demander des comptes, ou au moins qu'il arrête de se foutre de votre gueule. Mais bon, c'est peut-être mérité, allez savoir. Alors Retailleau, il a un autre combat, à part raconter des conneries, c'est la drogue. La drogue, c'est mal. Vous êtes complice. Il y a des trafiquants, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Au bout du joint, au bout du rail de coke, eh bien voilà, il y a le canon des armes qui tue, et qui tue de jeunes victimes. Vous qui fumez des joints, vous qui prenez des rails de coke, eh bien ce joint, ce rail de coke, il a le goût des larmes, mais il a le goût surtout du sang. On remarque que tout le discours est axé sur la culpabilisation du consommateur. Le trafiquant, Retailleau, n'aura sans doute pas le courage d'aller le chercher. Quant à l'importateur qui passe par les ports français qui sont des passoires et qui sont gérés par les fonctionnaires et par un certain nombre de maires, y compris aussi le maire du Havre qui s'appelle... putain, j'ai déjà oublié son nom là, le panda, Édouard Philippe. On a retrouvé de la cocaïne dans certains conteneurs là dernièrement. Puis il y a tout ce qui passe et qu'on ne voit pas. Hein. Là aussi, avec des fois la complicité de certains dockers. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là non plus, parce qu'on va commencer à se mettre à dos un certain nombre de syndicats, la fonction publique, quelques hauts fonctionnaires qui gèrent ce truc-là un peu par-dessus la jambe. Hein. Ceux-là, on va jamais les attaquer, parce que pour que le consommateur ait accès à la drogue, il faut qu'elle rentre sur le territoire.
Qui gère les entrées et les sorties sur le territoire, là encore, c'est le ministre de l'Intérieur, hein. Dans ce contexte, disons qu'on parle un petit peu de drogue ces temps-ci, et puis il y avait le maire de Grenoble, hein, qui avait mis l'accent sur le fait que les parlementaires, certains ministres, peut-être aussi un président de la République, allez savoir, auraient un peu de poudre dans le nez. La buvette aussi de l'Élysée, du Parlement, de l'Assemblée, a du mal à suivre, parce qu'il picole pas mal. Élise Lucet est donc allée faire un peu un happening, comme on dit, en allant amener des tests antidrogue aux députés dans l'Assemblée. Alors ça a fait un scandale, donc elle est sortie avec ces petits machins là. Tu humectes la languette et au bout de 10 minutes, tu as ton résultat pour savoir si c'est positif ou non. Et donc ça a fait scandale, ça ne se fait pas. Les journalistes accrédités ne sauraient avoir pour objet exclusif ou principal de filmer une personne n'ayant pas de qualité de député ou de ministre dans des espaces ouverts à la presse, de surcroît avec des accessoires suggérant une mise en scène. Par ailleurs, proposer des tests salivaires aux députés est contestable, le refus légitime de s'y soumettre pouvant créer une suspicion à leur endroit. Certes, ce n'est pas forcément très élégant. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de professions où il est normal de se soumettre à des dépistages, déjà antidrogue ou d'alcoolémie. Quand vous conduisez votre voiture et que vous vous faites arrêter par la police qui vous fait un test, je ne sais pas si est-ce qu'il y a un refus légitime, Bon, effectivement, elle n'est pas de la police, mais ça a quand même déclenché des cris. On a ici pour qui se prend-elle, juge, médecin, flic, curé. Commencez par votre rédaction. Alors c'est vrai que dans les médias, ils s'en mettent aussi pas mal dans le pif. Plusieurs députés ont fustigé le procédé. Élise Lucet a transformé notre institution en décor d'un spectacle humiliant. Ils veulent nous discréditer, abaisser le débat public au niveau du divertissement. Les mecs, ils vont chez Cyril Hanouna, hein. Ça les dérange pas. Et on a ici la réaction, mesdames, messieurs, de la vice-présidente. C'est insupportable, c'est inadmissible. Madame Lucet a confondu le fait de révéler des scandales le cas échéant avec le fait de scénariser des coupables. Comment ça, des coupables ? Le cas échéant avec le fait de scénariser des coupables. Donc toute une mise en scène pour essayer de piéger des députés en leur faisant faire des tests de salive. Enfin, on est à l'Assemblée nationale ici. Oui, justement, en fait, s'il y a des gens qui sont drogués à l'Assemblée nationale, on aimerait bien le savoir parce qu'il y a de plus en plus de problèmes. On va voir, hein, d'ailleurs, que ça a des conséquences. On sait que ça boit pas mal. On sait qu'il y en a qui se droguent. Justement, il y avait cette affaire avec Andy Kerbrat, qui a été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants et qui avait visiblement de très gros problèmes avec ça. Je ne sais pas si vous avez vu son interview dans justement Envoyé spécial. Il est vraiment dans une mauvaise passe. J'ai cru comprendre qu'en plus, il restait député. On prend le chèque, c'est normal, on s'en fout. Il n'y a plus de moralité, mais on est à l'Assemblée ici, il n'y a pas de drogués, mais non. Hein, franchement. C'est pas la télé-réalité, c'est pas le spectacle. Il y a des règles, il y a du respect aussi dans cette maison et donc je suis plus qu'extrêmement choquée, je suis très en colère. Et les députés qui passent par là... Je suis choqué, je suis en colère. Et qui sont pris par surprise, je ne peux pas leur en vouloir. Non, la responsabilité est celle des journalistes qui viennent à l'Assemblée nationale et qui doivent le faire dans un cadre strict, un cadre déontologique aussi, encore une fois. Et donc je suis en colère parce qu'on a confondu la transparence qu'on doit effectivement à nos concitoyens avec la chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme, c'est une chasse aux députés. Et je trouve que... Ben non, en fait, c'est du contrôle. Comme tout le monde peut être contrôlé dans la rue. Bonjour, vos papiers s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez sur vous? Est-ce que vous n'auriez pas un petit pochon de drogue? On va fouiller. Donc tous les citoyens sont contrôlables, tous les automobilistes sont contrôlables. Est-ce que c'est une chasse à l'homme? Alors certes, elle est journaliste, elle n'est pas flic. Mais on pourrait se poser la question du dépistage de drogue des députés, parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques soucis, par exemple avec François Bayrou. Il a découvert une partie de son budget après l'avoir fait passer au forceps. Bayrou n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. On peut peut-être aussi mettre ça sur le compte de l'âge. Il se peut qu'il ait aussi quelques problèmes en ce moment, qui risquent d'occuper ses pensées. Mais il ne sait pas ce qu'il a voté. Il a fait passer un budget en force, il ne sait pas. Il a rappelé, ce 12 février, que ce budget n'est pas le sien, et qu'il en a donc découvert certains points après l'adoption au Parlement. Ah, coup dur. Les conditions d'adoption de ces budgets sont complètement archaïques. Cette improvisation que nous découvrons tous ensemble, j'avoue humblement avoir découvert des choses après adoption, a-t-il expliqué à l'Assemblée nationale lors des traditionnelles questions au gouvernement. Et il était justement interrogé sur la fameuse disposition qui devait rendre plusieurs milliers d'auto-entrepreneurs précaires assujettis à la TVA. C'est pas moi. Ça a fait scandale. Tout d'un coup, il n'est plus au courant de rien. Je suis pas sûr qu'il ait découvert tant de choses que ça. Mais il y a un scandale, c'est pas moi, j'y suis pour rien, je savais pas. Alors, c'est là un peu le problème, c'est qu'il est censé être responsable. Il est Premier ministre, il présente un budget, il est censé à peu près savoir ce qu'il y a dedans, et s'il sait pas, ne pas savoir n'est pas une excuse.
Ou alors le type est juste complètement irresponsable et il considère que ne pas faire son travail est une excuse valable. Pareil, hein, sur la route, quand on prend un sens interdit, ah bah j'ai pas vu, je savais pas. J'ai découvert avec vous. Les conditions de signalétique sont un peu archaïques, ça doit être ça. Voilà. Alors, à quel moment c'est une excuse? Maintenant, officiellement, l'incompétence, le laxisme est devenu une excuse pour faire n'importe quoi. Ah, vous aviez pas vu, monsieur Bayrou? On vous pardonne, c'est normal, ça arrive à tous. Bon, on vous fait votre chèque, par contre? Ou... Ça aussi, on peut peut-être oublier, c'est peut-être archaïque. Pour le locataire de Matignon, la mention de censure qui a renversé Barnier a amené le nouveau gouvernement à reprendre un texte qui n'était pas le sien, mais qui avait été adopté au Sénat. Une méthode sans précédent, inédite, mais peu satisfaisante à ses yeux. Je réunirai les membres du gouvernement dans les prochains jours pour penser à une autre méthode. Oui, mais il est voté le budget, donc c'est pas la question. On s'en tape. On apprend au passage donc que le budget qui a été sanctionné parce qu'il était très mauvais, hein, il a été préparé par Attal, récupéré par Barnier, qui est censuré. Donc Bayrou reprend strictement le même budget, puisqu'il a été validé au Sénat, donc c'est le même, avec peut-être un petit ajustement. Mais globalement, c'est le même budget. Et là, tout d'un coup, les députés ne votent plus la censure, ils ont oublié. Censure, justement. François Bayrou échappe à une 5e motion de censure. Le budget de la Sécu 2025 définitivement adopté. Le budget étant divisé en divers textes votés les uns après les autres. Et donc il a dû les faire passer à coup de 49.3 puisqu'il n'y avait pas de majorité. Les socialistes et le Rassemblement national se sont une nouvelle fois abstenus. À l'initiative du texte, l'ensemble du groupe insoumis a voté la motion, comme la majorité des écolos et des communistes. Fidèle à la ligne qui me tienne depuis que François Bayrou s'est installé à l'hôtel de Matignon, les socialistes n'ont pas voté le texte. À l'opposé de l'hémicycle, le RN et ses alliés ciotistes se sont abstenus. Donc le RN, qui avait voté la censure en expliquant qu'il protégeait les Français d'un très mauvais budget, maintenant ils s'abstiennent sur ce même budget. Quant aux socialistes, idem, ils s'abstiennent de voter la censure. Évidemment, et comme ils ont déjà fait tomber un gouvernement et qu'ils ont pris une soufflante dans les médias, ils n'ont pas envie de se faire accuser de bordéliser le pays. Ne pas avoir de budget peut avoir des conséquences. Ils commencent à se faire engueuler. Donc les socialistes ont fait prout. Et là derrière aussi, on verra qu'il y a Hollande à la manœuvre. Bayrou reste sur un siège éjectable. Alors il s'agit de sauver la face maintenant, parce qu'ils vont passer pour des traîtres. Si le Parti socialiste a refusé de voter les précédentes censures, préférant un mauvais budget infléchi par le PS que pas de budget, oui, ça c'est Pétain, ça. C'est Pétain après la guerre qui dit « j'ai été le bouclier, j'ai atténué les conséquences de la débâcle ». Voilà, c'était pour protéger les Français. Selon le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier Faure a annoncé que son groupe déposerait une motion de censure examinée le 19 février à l'Assemblée nationale et que les socialistes continueraient d'affirmer leur opposition au gouvernement. On l'a pas censuré, mais on est contre, et on va déposer une nouvelle motion de censure. Donc l'idée, on a besoin d'un budget, on ne censure pas le budget, d'accord? Et on va poser une nouvelle motion de censure pour prétendument virer le gouvernement, mais nous déposerons une motion de censure au lendemain de l'adoption du budget pour marquer notre refus de la trumpisation du débat public. Et oui, la motion de censure fait référence à la phrase de Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire à Mayotte, qui est loin d'être un sentiment, et même la notion de submersion est sans doute un euphémisme, c'est de la trumpisation du débat, faut pas le dire. Et donc cette motion de censure cible spécifiquement cette phrase, et elle doit servir à interroger le Premier ministre sur ses valeurs, parce qu'il a utilisé un terme issu de l'extrême droite, qui a été d'ailleurs repris par Retailleau quelques jours plus tard. Mais cette nouvelle motion de censure a en réalité peu de chances d'être adoptée. Les députés du RN ne devraient pas la voter, puisqu'eux-mêmes utilisent le terme. Ils ne vont pas sanctionner leur propre politique, ou alors juste pour foutre Olivier Faure dans la merde. En l'absence de soutien de l'extrême droite parlementaire, la majorité des 289 députés ne peut être atteinte. Donc on formule la motion de censure de sorte à ce que le RN soit découragé à la voter. Donc il y a quand même des gens qui posent des questions, et il y a Hollande qui a décidé de mettre Olivier Faure dans la merde de son petit stratagème. Et on a ici, je ne sais plus comment elle s'appelle, une dame, qui va lui poser la question. Nous irons Olivier effectivement Faure, à la c'est une censure. censure pour du beurre. Pourquoi pour du beurre? C'est une censure pour du beurre. Vous savez très bien qu'elle Mais n'a aucune pas moins. chance de passer. Mais pas moins que celle qui a été proposée par les Insoumis Et il y a d'ailleurs, quelques jours. l'auriez-vous déposé si vous aviez un doute? J'en crois les propos de François Hollande lui-même, qui, jusqu'à preuve du contraire, est quand même membre de votre parti, de vos rangs, et qui dit qu'en fait, cette censure du 49.2 que vous déposerez dans quelques jours n'a pas vocation à censurer pour de vrai.
Ça, c'est François Hollande qui le dit pour lui-même. Je pense que lui n'a pas envie de la voter. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une décision à la fois du parti et du groupe, et que la décision était très claire. C'est-à-dire qu'on ne censure pas au moment du budget pour laisser un budget à la France. En revanche, Pourquoi il dit ça, François on le Hollande censurera au moment opportun, c'est-à-dire après la séquence budgétaire. Pourquoi il dit ça, le dit? François Mais j'en Hollande sais rien pourquoi il le dit. Ce que je sais, c'est qu'il Là, il est emmerdé. Hein. Il lui a foutu le nez dans sa merde. Ah non, mais je sais pas pourquoi il le dit. ne s'exprime qu'en son nom personnel, et que la décision collective qui a été prise n'est pas celle-là. Mais est-ce que vous vous retrouvez pas finalement, Olivier Faure, à déposer cette motion de censure pour faire genre? C'est-à-dire pour dire, allez, regardez, on a quand même un peu censuré. Mais vous avez l'impression que je fais genre? Vous avez l'impression que... Là-dessus, je me demande, honnêtement, vous avez été trouver un truc, un 49.2 pour pouvoir dire que vous censuriez, et en même temps, vous savez très bien, et d'ailleurs, François Hollande, alors je veux bien qu'il ne s'exprime qu'en son nom, mais il était présent à toutes ces réunions, et François Hollande, il dit, si l'on avait le moindre signal sur le fait que le RN s'apprêtait à signer cette motion de censure avec nous, à la voter, c'est-à-dire donc à potentiellement faire tomber le gouvernement, alors on prendrait nos responsabilités. Sous-entendu, on la retirerait. Mais vous imaginez le ridicule? Vous imaginez, en fait, que nous déposions une motion de censure et qu'ensuite, parce qu'elle a des chances de passer, on ne la vote pas? Non, mais attendez, le ridicule donc peut tuer. Il invente complètement, il fantasme, pour reprendre notre expression de tout à l'heure. Je ne sais pas s'il fantasme, mais en tout cas, je trouve que cette position est absurde. On ne peut pas dire « je souhaite que le gouvernement tombe » et si le gouvernement tombe, « ah non, mais je retire tout, pardon, donc je me suis trompé ». Donc vous souhaitez vraiment que le gouvernement tombe? Mais moi, je souhaite que, comme pour toute motion de censure, elle aille à... Bon, là, il est dans la merde, hein, parce qu'évidemment, c'est une censure pour rigoler, pour faire genre qu'ils sont opposés au gouvernement. Ils ont fait exprès de la formuler de manière à pouvoir éviter que le RN la vote, mais s'ils la votent, ils l'ont dans l'oignon, parce qu'en fait, ils veulent pas vraiment censurer. Et donc, elle pose la bonne question, est-ce que vous voulez vraiment le faire? Est-ce que vous voulez faire tomber le gouvernement? Et on voit qu'à nouveau, ils bottent en touche. Fantasme, pour reprendre notre expression de tout à l'heure. Je ne sais pas s'il fantasme, mais en tout cas, je trouve que c'est tombe. Ah non, mais je retire tout, pardon, à son terme, et nous verrons. Comment que le gouvernement tombe? Mais moi, et si le gouvernement tombe? Ah non, mais je retire tout, pardon, donc je me suis trompé. vous souhaitez vraiment que le gouvernement tombe? Mais moi, je souhaite que, comme pour toute motion de censure, elle aille à son terme, et nous... Il n'a pas dit qu'il voulait que la motion de censure soit votée. Il faut que la procédure aille à son terme. Verrons bien ce qu'il se passera. Soit elle est votée par toute la gauche et par d'autres à l'extrême droite, et donc le gouvernement tombera. Et ce ne sera pas un malheur, parce que la réalité, c'est qu'il y a déjà un budget, et donc que nous pourrons continuer à avancer. Vous souhaitez que le gouvernement tombe? Moi, je souhaite qu'il y ait demain une loi de finances rectificative. Je souhaite que demain, on puisse... Ah, on peut avoir une loi de finances rectificative, mais avec le même gouvernement. Corriger ce budget. Donc, je préférerais un Premier ministre ou une Première ministre de gauche plutôt qu'un Premier ministre de droite. Ça me paraît une évidence. Je n'ai pas basculé à droite d'un seul coup dans la nuit sans me rendre compte. Ça tergiverse là, hein. Ça commence à parler chinois. Bon bref, après c'est les gamineries entre groupes parlementaires assez pitoyables. Donc voilà le jeu à nouveau, des postures, un peu comme Ercilia qui était contente de faire tomber un gouvernement juste pour avoir une espèce de victoire politique symbolique, mais derrière, rien en fait. Et à la fin on se retrouve avec le même budget qui avait été censuré. Et puis là on a Olivier Faure qui fait semblant d'être dans l'opposition, mais sans l'être vraiment. Il fait passer le budget, on vote pas les censures, puis ensuite il veut jouer la censure, mais il veut pas que le gouvernement tombe. Bref, et donc tout ça c'est fait avec votre fric. Hein. Et il y a Hollande là derrière qui lui savonne la planche et révèle un peu la supercherie de Olivier Faure parce qu'il veut le dégager et reprendre la tête du PS. La politique française, quoi, le zoo. Là on a des singes qui essayent de se battre pour la banane. C'est minable. Mais bon, c'est la vie des partis, la politique des partis. Le jeu des alliances, des trahisons, des postures, des déclarations, un peu comme Retailleau aussi, parce que il finit par cracher sur ce qu'il a voté lui-même le mois précédent, c'est pas un problème. Alors pendant ce temps, on a Bayrou, qui est un peu dans la sauce. Cette censure, finalement, a des chances de passer si elle porte sur ce petit scandale d'affaires de pédophilie qui a été couverte par Bayrou, semble-t-il, qui a sévi des années 70 à 90, mais pas seulement en fait, ça a continué jusqu'en 2016. Et donc ça, c'est en train de lui péter à la gueule. Donc Bayrou, toutes les semaines, il y a une nouvelle connerie. Déjà, sa domination, c'était une blague. Il avait fait un déplacement en avion en direction de Pau à 15 000 balles, je crois, pour aller voter une subvention de 20 000 €. Enfin, c'était ridicule. Qu'est-ce qu'il avait fait encore comme connerie? Les déclarations qui étaient ressorties aussi avec les femmes, ça c'était marrant. On a appris aussi que la ligne, il force Air France à maintenir une ligne Pau-Orly qui est tellement déficitaire que ça coûte 3 millions € par an, et c'est l'État qui compense. Et il y a tout un tas de trucs comme ça.
Il a soudainement milité pour le cumul des mandats, pour le maintien aussi des privilèges des anciens premiers ministres. On se demande pourquoi, il a peut-être peur d'en devenir un prochainement. Bref, c'est pas vraiment l'homme du renouveau, de la transparence, c'est pas lui qui va renouer la confiance des Français avec la vie politique. Et là, justement, on a cette affaire sordide qui est sortie depuis déjà février 2024. Au 1er février dernier, il y a eu 20 plaintes d'anciens élèves de ce collège-lycée catholique dans la région de Pau. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Des nouvelles plaintes émanent également d'anciens élèves. Les faits dénoncés auraient eu lieu dans les années 70-80 et auraient été commis par des religieux et des laïcs. Donc là, c'est le début de l'affaire, avec des victimes qui se constituent en groupe et commencent à porter plainte. Et de fil en aiguille, on va en apprendre de plus en plus. On a ici justement le porte-parole des victimes qui parle carrément d'une culture pédophile à Bétarame. L'affaire de Bétarame ne fait que commencer. Elle va montrer une monstruosité que nous avions au fin fond de notre Béarn, l'une des histoires de pédophilie les plus importantes de France des 50 dernières années. Peut-être que les gens qui font des dossiers de 300 pages sur la bite à Brigitte et s'inventent des histoires de pédophilie et de machin pourraient s'intéresser à celles qui existent vraiment. Où étaient-ils depuis un an? On se demande. D'anciens élèves de l'établissement privé Notre-Dame de Bétarame dénoncent le régime de la terreur, 12 mars 2024. Donc régime de la terreur, pétage de gueule. Alors lui, il estimait qu'il avait de la chance parce qu'il s'était pas fait violer. Je vous renverrai vers ces articles qui sont un peu durs. Quelques mois plus tard, nouveau témoignage. Je recherchais la date, ici, 30 septembre 2024. On arrive à une centaine de plaintes déposées, parmi elles celle d'Adrien Honoré, 33 ans, qui raconte son calvaire entre 2002 et 2004. Des faits qui ne sont pas prescrits. On a aussi une ancienne professeure qui témoigne de la terreur qui régnait dans l'établissement privé, sous contrat. C'est une professeure qui dénonce justement le poids des élites locales, politiques, administratives et religieuses qui a joué dans l'omerta autour de Bétarame. Le poids des élites locales. Qui faisait partie des élites locales dans la région de Pau, dans les années 90 à aujourd'hui? Un certain François Bayrou. Il se trouve que notre Premier ministre, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire quand même, alors on va aller assez vite, non seulement il avait des enfants scolarisés dans cet établissement, sa femme y faisait le catéchisme, et au moment des faits, dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui en fait, il a été soit maire de Pau, élu local du département, député de la Circo où ça s'est passé, ministre de l'Éducation nationale aussi au moment de certaines accusations, notamment autour de 96-98. Bien évidemment, Bayrou ignorait tout. Ça c'est comme le budget. Je suis au courant de rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans le Béarn. Voilà. Alors le problème c'est qu'il y a un certain nombre de signalements qui ont été faits à l'époque par des victimes, par des parents d'élèves, aussi par des profs qui lui ont envoyé des lettres et tout. Voilà, il y a une ancienne prof ici qui l'avait alerté il y a 30 ans. Il a minimisé en disant que j'exagérais sans doute un peu. Et donc Bayrou s'est amusé à mentir à l'Assemblée nationale quand on lui a posé la question de savoir s'il était au courant ou pas de ce qui se passait. Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Alors, des parents avaient écrit à Bayrou, le François Bayrou de 96, donc un mois après le dépôt de la plainte pour les violences physiques sur le fils de Jérôme, tandis que le scandale avait mis la région en ébullition, le ministre de l'Éducation s'était même rendu directement à Notre-Dame de Bétarame pour apporter son soutien à l'établissement à l'occasion de la réception de travaux de toiture, révèlent les archives du quotidien Sud-Ouest. Alors ça, on va faire le lien tout de suite. Alors ils se sont trompés ici dans l'article, c'est pas 66, c'est 96, faudra qu'ils corrigent. Première affaire judiciaire à Notre-Dame de Bétarame, un surveillant est condamné pour avoir frappé un élève. Malgré une affaire ultra médiatisée à l'époque, l'actuel locataire de Matignon indique aujourd'hui que seule l'une de ses filles se souvient d'une affaire de claque donnée par un surveillant, on sait pas trop. Impossible, affirme le père du jeune garçon. Mon fils était dans la même classe que le sien, il s'appelle Clixt Bayrou, MDR. À l'époque, j'étais furieux contre son absence de réponse. Je crois que le gosse a perdu l'audition sur une oreille quand même, donc la claque était assez violente. Jamais personne ne m'a alerté sur ce sujet, du moins pas dans mon souvenir. Vous imaginez bien que si quelqu'un m'avait indiqué des faits de cet ordre, jamais mes enfants n'y auraient été scolarisés. Pourtant, à l'époque, un mois après le dépôt de plainte, Bayrou, alors ministre de l'Éducation, s'était rendu sur place, il a apporté son soutien à l'établissement, etc.
On continue. Et j'ai 2 preuves pour cela. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Alors c'est faux, puisque c'est en 96 que Betaram connaît sa première affaire judiciaire, justement, cette affaire de la claque. Bref. Donc il était déjà en poste au ministère de l'Éducation nationale quand il y a eu des premières affaires, et puis après, ça n'explique pas pourquoi en tant que maire de Pau, que député, que élu local, et en plus ayant scolarisé ses enfants dans l'établissement, recevant des signalements à droite à gauche, qui ne se soit jamais soucié de cette affaire. Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. Voilà, plainte en diffamation, procédure Bayon, je pleurniche, etc. Bis repetita en 98, l'ex-directeur de Notre-Dame de Betaram, le père Carica, est mis en examen, accusé d'avoir violé un enfant. Quelques semaines plus tard, après avoir été libéré de sa détention, il se suicidera. Là encore, si François Bayrou juge qu'il ignorait tout, plusieurs témoins de l'époque contredisent. Le média, donc Mediapart, ajoute même que la femme de Bayrou, Elisabeth, s'était rendue aux obsèques du père Carica. Quelques années plus tard, en 2009, le journaliste Dominique Conil révélait que les parents avaient écrit à François Bayrou sans obtenir de réponse, pas même cette lettre type vous enjoignant de laisser faire la justice. Dans cette affaire, François Bayrou est allé voir en personne le juge Christian Mirande pour lui parler toute une après-midi, révèle Le Monde. Je sentais qu'il ne fallait pas que je m'attarde sur ce dossier, a même déclaré le magistrat dans les colonnes de la République des Pyrénées. Encore une fois, l'actuel chef du gouvernement dément. Je ne connaissais pas le père Carica, on s'est peut-être vu, jamais je n'ai entendu parler des accusations de viol. Je suis au courant de rien, c'est facile, hein, j'ai pas vu. Pourtant, ce n'est pas exactement le même discours que tient le juge Mirande dans l'enquête de Mediapart. Je ne comprends pas pourquoi il dément aujourd'hui, on se connaît, on a même été voisins. Notre rencontre de l'époque, c'était spécifiquement sur ce dossier, affirme-t-il. Alors que 3 autres témoignages visent aujourd'hui le père Carica, François Bayrou n'a pas bougé d'un iota quant à sa position. Et là, on a un peu un début d'explication de ce silence. Selon Alain Esquer, le lanceur d'alerte ayant permis que l'affaire de Betaram soit dévoilée, c'est un sujet tabou pour Bayrou. Tabou car pour lui, cela le touche profondément dans sa foi, ses valeurs. Il est sidéré, il n'y croit pas, il a été plusieurs fois alerté, mais il dit qu'il a vu, ou il n'a pas voulu voir. Son déni aujourd'hui est inquiétant et son attitude est intenable. Terrible histoire pour Bayrou, donc, qui, non seulement il a laissé faire, mais maintenant il passe son temps à mentir, et tout le monde commence à le comprendre et à le savoir, et on se demande comment il va pouvoir rester Premier ministre. C'est un peu notre bidonne à nous. Je sais pas ce que je vote. Je sais pas ce qui se passe près de chez moi. Oh, j'ai reçu du courrier, j'ai pas lu. Je me souviens plus de qui j'ai rencontré. Il est un peu vieux. Alors peut-être, soit il est vieux et faut pas le garder en Premier ministre, soit il y a une autre raison et faut pas le garder en Premier ministre. Donc si Olivier Faure ne fait pas une censure pour rigoler, il a qu'un simplement mettre dans la censure cette histoire de Betaram. On a maintenant un Premier ministre qui, en plus de taper dans la caisse, se fout de la gueule des Français, être élu par personne, enfin bon bref, il n'a aucune légitimité. On apprend qu'en plus, il a couvert des affaires de pédophilie pendant des années. Est-ce qu'on va garder ce mec Premier ministre? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt le foutre en tôle? Donc voilà, si Olivier Faure veut montrer que sa censure n'est pas pour rire et veut se foutre de la gueule des Français et prendre des postures d'opposants en carton, eh ben il n'a qu'à déposer une nouvelle motion de censure au nom de cette affaire qui le discrédite. Il n'en avait déjà pas beaucoup du crédit, notre pauvre Bayrou, mais alors là... Donc voilà le zoo. On a donc une classe politique assez médiocre, centrée sur des âneries, qui s'intéresse pas beaucoup à la politique du pays et beaucoup plus à la vie politique, le petit théâtre, qui censure qui s'allie avec qui, est-ce qu'on fait tomber le gouvernement ou pas. Et à la fin, en fait, on ne parle absolument plus de la politique du pays, sauf pour des trucs à la con autour des cétacés, ou la gestion des pigeons, pour créer toujours plus de bordel administratif et des fonctionnaires qui vraiment ne vont servir à rien, je suis désolé de le dire. Disons que c'est pas la priorité du moment. C'est d'une médiocrité effectivement consternante, et c'est ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours. On est au zoo, c'est le zoo de la classe politique. Et bien entendu, se poser la question de savoir si ces gens sont drogués ou torchés la moitié du temps, sort du cadre, du respect de la République, on est au-delà de la transparence, et bien entendu c'est insultant. Donc la suite au prochain épisode, je pense que ça va être une série
régulière, petite visite au zoo de temps en temps pour voir le niveau de médiocrité de la vie politique française. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette fantastique chaîne. Vous pouvez faire un tour aussi sur Zone Artisanale pour soutenir la chaîne, aussi sur Tipeee.